Oui, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour ces programmes du soir. Sous Télé50, Kinshasa direct en direct de la capitale de la République démocratique du Congo pour décrypter l'actualité. L'actualité de la République démocratique du Congo à ce jour qui reste prédominée par l'enterrement des 10 compatriotes tombés sous les balles de casques bleus il y a quelques jours lors de manifestations contre la MONUSCO. Oui, il y a eu des déclarations. Ces compatriotes ont été qualifiés par les Congolais qui étaient sur place, la société civile des forces vives, comme des héros qui ont donné de leur sang pour la paix, l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et pour voir la MONUSCO répondre à son objectif principal, la paix, la stabilisation de la République démocratique du Congo. Et les questions sont posées. Pourquoi le Conseil de sécurité n'impose pas les dialogues politiques entre le Rwanda et le FDLR qui opèrent en RDC? Pourquoi pas imposer les dialogues politiques entre l'Ouganda et les ADF qui attaquent sur le territoire congolais? Pourquoi ne pas imposer les dialogues politiques entre le gouvernement burundais et le raid Tabara qui sont dans les collines de Douvira? Mesdames et messieurs, nous allons en parler avec mon invité ce soir. C'est le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Lui, c'est Donald Kabasele. Et pour bien comprendre cette actualité, nous vous proposons d'abord cet élément réalisé par la rédaction des Télé50 par notre correspondant qui se trouve à Goma en rapport avec l'enterrement de ces 10 compatriotes aujourd'hui. C'est sous une forte émotion que les hommages ont été rendus aux 10 des 13 personnes tuées à Goma par la MONUSCO. Lors des obsèques, mouvements citoyens, sociétés civiles et autres couches de la population qui sont venus assister à cette cérémonie ont exprimé leur souhait de voir la MONUSCO partir. Pour eux, les manifestations vont continuer malgré la disparition de ses compatriotes. Après ces sacrifices que les compatriotes viennent de faire, nous allons continuer avec la lutte parce que si nous ne les faisons pas, ça serait comme s'ils sont morts pour rien. Et nous, la lutte continue, que la MONUSCO ne pense pas que nous allons observer un temps de trêve. Il n'y aura pas de trêve, nous allons militer, nous allons nous débattre. Si une fois les Nations Unies avec le Conseil de sécurité de l'ONU ne prennent pas de mesures conséquentes, la lutte ne va pas s'arrêter. Je crois que lors de la cérémonie, vous avez suivi même les hommes de Dieu. Ils ont dit qu'une graine ne peut pas donner la production si elle n'a pas pourri. Et nos compatriotes qui sont décédés, même si nous avons cette tristesse de le perdre, mais nous les considérons comme des héros parce qu'ils étaient en train de parler pour la population, ils étaient en train de parler ce que demande la population. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-gouverneur, le général Romy Ekouka. Après ces hommages, ses compatriotes ont été conduits à leur dernière demeure au cimetière Makao, situé dans le territoire de Nyiragongo. Fauteuil blanc, Jean-Marie Kassamba reçoit Laurent Batomona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement et coordonnateur national de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Armement patriotique, soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La guerre à l'Est, élection 2023, situation sociale, économique et financière, infrastructure. Doit-on encore compter avec le président Félix Tshisekedi ? Fauteuil blanc, c'est à suivre ce vendredi à partir de 20h, en direct sur Télé50. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour recevoir les coordonnateurs, des communicateurs, des communicants de l'Union sacrée de la nation. Donald Kabasele, bienvenue, bonsoir. Merci, Monsieur Crispin. Merci aussi pour l'invitation. Merci à tous les
Congolais qui nous suivent en millions. Vous le savez, vous l'avez déjà dit, la République est consternée en ce moment par l'enterrement de nos compatriotes qui ont été victimes de la barbarie des casques bleus de l'ONU qui sont ici au pays. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là que nous allons devoir échanger avec vous pour aider nos compatriotes à comprendre la situation de la plus bonne manière. Ah oui, à chaud, l'enterrement de ses compatriotes vous donne quel sentiment? Monsieur Crispin, sincèrement, en tant que République, nous sommes affectés. Nous sommes affectés dans notre amour-propre. Il y a un sentiment de vengeance par moment. Et finalement, je comprends pourquoi nos compatriotes étaient en colère contre la MONUSCO, contre l'ONU. Je comprends pourquoi. On ne peut pas s'imaginer que notre pays, qui était en difficulté de se battre avec des rebelles, qui a bénéficié de l'appui de l'ONU, qui est venu pour protéger la population civile, que cette même ONU commence à nous tirer dessus au moment où elle n'a pas su tirer sur un seul rebelle, au moment où elle n'a pas su endiguer un seul groupe rebelle depuis aujourd'hui 20 ans. Voir que ce sont ces casques bleus-là, censés nous sécuriser, qui nous abattent à bout portant, c'est un sentiment de colère, c'est un sentiment d'indignation, c'est un ras-le-bol que la population congolaise est en train d'exprimer, et je pense qu'il est plus que temps que la MONUSCO comprenne qu'elle est devenue inutile à ce jour et qu'elle doit disposer. Inutile? Non mais écoutez, l'utilité de la MONUSCO, c'est la paix. Parlons vrai, parlons bien. Depuis qu'elle est là, est-ce qu'il y a la paix? Pourquoi elle doit continuer d'être là? C'est des questions qu'on se pose comme compatriotes. On est obligé de nous poser cette question-là. Et ce n'est pas sorcier de le faire. Moi, je pense que dans toute organisation humaine, il y a des actes qu'on pose, il y a des évaluations qu'on fait. Même pour notre gouvernement, notre pouvoir, il y a la redevabilité qui va nous obliger, en tant que gouvernants, de revenir auprès de notre peuple pour lui dire qu'est-ce qu'on a fait. À ce moment-là, on peut s'imaginer mériter une deuxième chance de notre peuple. Alors comment voulez-vous, M. Crispin, qu'aujourd'hui, avec tous ces échecs, qu'on ne se pose pas de questions sur l'impact des opérations menées par la MONUSCO, l'évaluation de la situation sécuritaire générale, et moi je pense qu'ici il faut coter, le bilan de la MONUSCO en RDC est largement négatif. Il est négatif d'autant plus que elle commence à s'illustrer par les violations des droits humains. La vie humaine, elle est sacrée, nous apprend-on. Ça a été la MONUSCO qui nous a toujours appelés à l'ordre. À l'époque où on avait des dictatures dans ce pays, la MONUSCO était là à compter les morts, elle était là à identifier les différentes violations des droits humains et à dire ce que les Nations Unies attendaient de la RDC, à rappeler la charte de l'ONU. Mais est-ce que la MONUSCO respecte la charte de l'ONU? Cette charte qui veut du respect des droits humains, de la démocratie, des libertés et qui prône l'égalité des États dans le monde. Est-ce que cette charte est respectée? Est-ce que il y a eu manipulation pour les manifestants qui ont aujourd'hui ces manifestations qui ont abouti à des morts? On parle même des 36 morts. C'est trop de morts pour les Congolais comme ça. Est-ce qu'il y a eu manipulation de la classe politique, des politiciens qui ont manipulé les pauvres Congolais pour manifester, ou c'est un mouvement spontané? Pour ceux-là qui pensent que c'est une manipulation, moi je pense que c'est stupide. C'est stupide pour un être normal
dotés de capacités de réflexion, de penser que quand une population revendique, elle est manipulée. C'est stupide. J'étais en train de peindre un tableau tout à fait noir de la présence de l'ONU en République démocratique du Congo. Nous sommes en 1998. En 2000-2001, officiellement, l'ONU nous apporte son soutien. Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il y a la paix à l'est du pays? Ce sont des questions simples, mais qui disent tout. Est-ce qu'il y a la paix? L'ONU est venue pour nous aider à avoir la paix, à imposer la sécurité. J'ai dit la charte de l'ONU. Quand vous lisez le chapitre 7, on dit que l'ONU a la capacité de mettre en place des mesures coercitives pour imposer, pas pour négocier, pour imposer la paix et la sécurité dans le monde. Nous avons en RDC la plus grande force de l'ONU. Plus de 23 000 casques bleus déployés. Sans compter le personnel administratif. On dépense par année 1,2 milliard de dollars pour ces 23 000 personnes. Et d'ailleurs, au moment où la RDC avait un budget de 4 milliards pour 80 millions de compatriotes, l'ONU, la MONUSCO, elle, avait 1 milliard pour 23 000 personnes. Tous ces moyens sont déployés. Il y a des drones, il y a des armes de repérage, il y a tout ce qu'il faut pour non seulement avoir des informations, l'opposition des rebelles, mais les réprimer aussi. Tous ces moyens de coercition sont à la disposition de l'ONU. En plus de ça, il y a eu une résolution qui a été votée, qui a doté de la brigade d'intervention de la MONUSCO, de l'ONU, de différentes capacités d'intervention. Ils sont en droit aujourd'hui de faire des opérations militaires. Mais tout ça, 20 ans après, est-ce qu'il y a la paix? Alors, quand un compatriote ou les compatriotes se disent « trop c'est trop », nous comprenons que c'est l'échec et nous demandons votre départ. Est-ce que pour autant, vous allez attenter à la vie des innocents? Vous allez tuer quelqu'un parce qu'il vous a demandé de partir? Est-ce que c'est ça que l'ONU enseigne? C'est ça que la charte de l'ONU enseigne? Que quand la force onusienne est déployée et que la population demande à cette peuple, à cette mission de se retirer, on doit tirer dessus pour faire 36 victimes de pères de famille, de mères, des enfants. Et vous vous imaginez que c'est l'ONU qui a fait ça? Vous voulez que cette population reste calme? Que cette population ne dise rien? Au moment où ces rebelles, M. Crispin, ont tué plus de 10 millions de compatriotes. C'est un carnage, moi je me dis. Imaginez-vous la Deuxième Guerre mondiale. On parle d'un bilan approximatif de 20 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, 1945, c'est le plus gros bilan humain dans le monde. Ce que la RDC a vécu. Au Rwanda, nous avons vécu les génocides. On parle de 800 000 morts dans les génocides rwandais. En RDC, on parle de 10 millions de morts. Vous avez déjà entendu parler des génocides? Vous avez déjà vu quelqu'un ou un groupe armé condamné pour crime contre l'humanité? Il n'y a pas de gens punis dans le massacre qui s'est fait en RDC. Et pourtant, ça compte 10 millions de morts. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi? Alors, la RDC se trouve aujourd'hui orphelin, victime de l'hypocrisie de l'ONU, du Conseil de sécurité. Nous sommes seuls au monde. Monsieur Crispin, vous savez, cette situation, elle est complexe. Nous sommes seuls. Les Nations Unies ne considèrent pas les Congolais.
certaines puissances nous prouvent qu'ils n'ont pas de l'amour pour nous, humains. Ils n'ont que de l'amour pour nos richesses. Ça se démontre. Pourquoi ces silences? Quand on tue ailleurs 6 personnes, toute la communauté internationale est mobilisée. Ici, on a tué 10 millions. Pourquoi on n'est pas autant mobilisé? Qu'est-ce qui justifie ces silences? Nous mentons. Et pourtant, ces rapports sont faits par eux. Ces estimations, c'est eux-mêmes qui le font. Et donc, moi, je pense qu'au lieu d'être accompagné par des gens qui sont hypocrites, autant être seul et vivre tout ce que nous vivons. Si les citoyens du monde, de personnes éprises de justice et de paix existent dans le monde, les organismes épris d'humanisme, si ça existe, la RDC devrait vous intéresser plus que tout. Vous n'allez quand même pas demander, chers frères, à un peuple paupérisé, meurtri, abattu, un peuple tué comme la RDC, vous n'allez quand même pas nous obliger de nous taire. Vous n'allez quand même pas nous demander de ne pas parler. Mais c'est inhumain, tout le monde. Vous n'allez quand même pas nous dire non, ne parlez pas comme ça parce que c'est la MONUSCO. Ne parlez pas comme ça parce que c'est l'ONU. Mais on en a marre. Je me demande, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? De toute façon, c'est de notre hospitalité que nous souffrons. On était en 1994. L'histoire qui s'est faite au Rwanda, ça concerne les Rwandais. Ils se sont tués entre eux. Mais on a été imposé ici d'ouvrir un couloir humanitaire. Dans ce couloir-là, sous l'œil vigilant de l'ONU, nous avons accueilli plus de 3 millions de réfugiés. Femmes, enfants, munitions, chars de combat, militaires, kalachnikov, mitraillettes, tout ce qu'il faut. Ils sont venus, nous leur avons accordé l'hospitalité. Sous le contrôle de l'ONU. Aujourd'hui, j'ai suivi le HCR qui dit quelle est la mission la moins financée en RDC. Mais qui nous ont envoyé 3 millions de personnes. Et quand le HCR va abandonner de s'occuper des réfugiés qu'ils nous ont imposés eux-mêmes, ils veulent quoi? Qu'on fasse quoi ici, dans ce pays? Combien d'enfants, combien de parents? Vous savez, il y a des images atroces où un enfant est en train de téter le sein de sa mère tuée par balle. Ça circule sur des réseaux sociaux. Ça circule à travers le monde. Personne ne fait attention. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que peuple pour mériter tout ça? Pourquoi? Alors, doit-on considérer que, à ce jour, le politique congolais devrait, comme un seul homme, s'élever pour démontrer cela? Mais dans analyse faite, nous avons, moi personnellement, j'ai l'impression que chacun tire les rideaux, les draps de son côté. On a l'impression qu'à Kinshasa, ça ne bouge pas trop qu'à l'Est. On a l'impression, oui, qu'il y a des mouvements citoyens qui mobilisent, mais ce n'est pas pris à bras-le-corps comme vous le faites. Il y a l'opposition, il faut qu'on se le dise. L'opposition qui jette l'opprobre sur le pouvoir en place, qui n'arrive pas à gérer la crise. Doit-on continuer à s'auto-flageller pendant que cette situation, on sait comment ça a commencé et on est au courant de l'hypocrisie, je n'irai pas de la communauté internationale, mais de l'hypocrisie du Conseil de sécurité? Vous savez, la question à ce point, c'est aussi le devoir que nous avons comme compatriotes. C'est de nous dire que c'est bien de nous disputer
ou de nous discuter entre moi je vais devenir président demain, aujourd'hui, je vais devenir ministre et tout ça. Certains débats, ce sont de querelles de ménage, de débats de palais que nous faisons, qui sont bons en tant que politique. Mais ici, nous faisons face à une agression en tant qu'État. Nos opposants doivent apprendre à faire cette distinction. Elle est importante. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas en train de vous battre contre votre adversaire politique qui s'appelle Tshisekedi. Ici, c'est l'intégrité de tout un pays qui est attaquée, qui est visée. L'indépendance d'un État, la souveraineté d'un État, le complot contre un État. Moi, je pense qu'à ce stade, on ne devrait pas avoir d'opposition. Nous devrions, à ce stade, se côtoyer mutuellement et se dire qu'est-ce que nous pouvons mettre en place comme stratégie pour contrer l'ennemi dans son complot. C'est le complot, il est ourdi. C'est un complot qui dure aujourd'hui plus de décennies. Donc, c'est un complot qui peut nous amputer une partie du territoire national. Donc, même si on fait nos guerres de palais sur le politique et tout ça, c'est pour devenir des dirigeants d'un État. On doit le maintenir dans son intégrité actuelle. Parce que demain, vous ne deviendrez pas président pour un État qui sera balkanisé. Peut-être qu'à l'époque où vous serez président de cet État-là, vous n'aurez pas la force de réunifier ce qui est déjà balkanisé. Ça devrait interpeller ne fût-ce que nos consciences. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, on a eu des analyses très foncées sur la question. Les opposants attendent de l'ONU les soutiens dont ils ont besoin pour combattre le pouvoir. Ils considèrent que, en attaquant l'ONU, demain, nous ne serons pas dans de bonnes grâces. Ça veut dire que demain, l'ONU nous tournera le dos, on n'aura pas le soutien qu'il faudra. Et pour ça, ils sont prêts à sacrifier leur pays. Ils sont prêts à se taire, à ne pas condamner le Rwanda. Vous avez suivi quel opposants, c'est vrai, j'en compte quelques-uns, qui se sont quand même prononcés sur la question, mais le plus majeur, ils sont dans des querelles du genre, le pouvoir n'a pas su régler la question de la paix. Comme si cette question de la paix est une question aussi éphémère qu'elle devrait être résolue tout de suite par un président qui arrive et qui trouve un complot d'il y a 50 ans. Vous vous rappellerez, le conflit ici n'est pas le premier. On a été, une fois, c'était en 60, vous vous rappelez, avec la sécession katangaise 59, on est en train d'avancer vers 60, on instrumentalise le politique, et finalement, les Katanga étaient déjà un État. Au Katanga, il y avait déjà un ambassadeur belge affecté de la Belgique dans l'État qu'on appelait le Katanga. C'était déjà signé. C'est le complot, ok, tout était bien. Il y avait déjà un gouvernement au Katanga. Lumumba, dans sa clairvoyance, va se dire, il faut que j'appelle l'ONU. L'ONU était arrivée, mais le conflit n'était pas fini. Il lui fallut que Lumumba appelle les Russes pour que les Russes viennent et imposent l'unification du pays. Et la sécession s'était arrêtée. Et c'est ce qui lui a coûté la mort. Ça lui a coûté la mort parce que quand vous abordez la question dans ce sens, ceux qui se disent des démocrates, des respectueux des droits humains, par excellence, ils vont vous tuer. Alors, est-ce que nous devons rester naïfs à ce point? Alors, au regard de la répétition de l'histoire, vous parlez de Lumumba qui, en 1960, avait fait appel à l'URSS pour endiguer la rébellion. Mais aujourd'hui, nous sommes, le Bunagana est sous occupation du Rwanda,
avec ses sous-traitants du M23. À côté, il y a la MONUSCO qui ne fait absolument rien et la population est en furie pour démontrer qu'elle est vraiment en colère contre la position de la MONUSCO qui laisse faire le M23, les terroristes du M23. Est-ce que les autorités congolaises, même si on ne peut pas les dire à la place publique, peuvent avoir le courage, je ne dirais pas le courage, mais est-ce qu'il est nécessaire pour les autorités congolaises aujourd'hui de pouvoir entrer en contact avec d'autres puissances telles que la Russie pour réellement ramener la paix? Parce que apparemment, la communauté internationale, les conseils de sécurité, le pays démocratisé, démocratique, tels que la vieille démocratie l'a dit, ont déjà choisi leur camp de ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, ils ont choisi leur camp. Je vais vous les démontrer d'ailleurs. L'Ukraine agressée. Je me rappelle à l'époque de la Crimée d'abord. La Russie avait tenté de prendre la Crimée. Finalement, la Russie avait pris la Crimée. On a mobilisé le monde entier en disant c'est une manœuvre dictatoriale. Poutine veut s'imposer de l'autre côté. Récemment, on parle de Donetsk, on parle de Donbass, on parle de tout ça. On a mobilisé le monde en disant nous devons soutenir l'Ukraine. Parce qu'il y a un État, la Russie, qui a décidé d'agresser, d'occuper un État, un autre État. Mais c'est la même chose au Congo. Il y a un tout petit État comme ça, qui a décidé d'agresser la RDC, qui occupe une position ici dans notre pays. L'ONU le sait, le Conseil de sécurité le sait, les États du monde, les États puissants le savent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils observent, ils ne parlent pas. Alors, qu'est-ce qui est très essentiel en Ukraine qui ne l'est pas en RDC? C'est quoi la différence? Pourquoi quand c'est l'Ukraine qui est agressée, on se mobilise, on sanctionne, on prend des mesures? Pourquoi quand c'est la RDC, on ne le fait pas? Alors, si par exemple, parce que c'est notre population qui le veut, il faut toujours le dire. Maintenant, c'est la population qui s'engage dans ce front. La population qui accepte de mourir. D'ailleurs, je dois rappeler à nos amis, nous sommes un État de plus de 90 millions d'habitants. On parle même de 100 millions d'habitants. Imaginez la colère des 100 millions d'habitants. Il ne restera peut-être que poussière si cette population s'énerve. Alors pourquoi on ne peut pas anticiper et gérer tout ça maintenant? Pourquoi on veut que la population s'enflamme? Maintenant que la population a déjà pris cet élan, on a tué 36 compatriotes. J'ai suivi à travers votre élément comment la population dit que nous enterrons et nous reprenons la rue. Donc l'ONU va encore tuer. Alors vous savez, quand vous tuez aujourd'hui, demain vous tuez, alors la population peut se dire, messieurs, tuez-nous tous. Imaginez que 100 millions de personnes décident que vous les tuez. Je ne sais pas qui va gagner la bataille. Si ça sera l'ONU ou ça sera la population. Alors pourquoi nous sommes dirigeants, nous? C'est pour suivre le peuple. Nous avons tout fait pour gérer, pour contenir cette désapprobation populaire. On a mené toutes les batailles diplomatiques. Le président de la République défend la MONUSCO. Il défend l'ONU. Mais la barbarie des casques bleus, la criminalité des casques bleus, ne peut pas pousser le président à continuer de soutenir cette position. On ne savait pas que dans le rang des casques bleus, il y avait des criminels à ce point.
et des barbares, on ne savait pas. On le découvre à peine. Mais c'est des casques bleus aux apparences miliciennes. C'est de miliciens, visiblement. Alors, en tant qu'État, vous pensez que nous devons rester bras croisés? On s'est dit, ben écoutez, parce que c'est l'ONU, eh ben c'est tout, on reste calme. Non! Devant les miliciens, nous devrions nous organiser et prendre des dispositions. Parce que là, on n'est pas en face des citoyens du monde, sérieux, respectueux des droits humains et de tout ça. Nous sommes devant de barbares qui tuent. On se demande, pourquoi cette barbarie sur une population civile que vous êtes censé protéger selon les résolutions votées par le Conseil de sécurité? Pourquoi, même quand ces rebelles viennent nous égorger à la massiette, à 50 mètres de la MONUSCO, à 50 mètres de bureaux et de sièges de camps de la MONUSCO, pourquoi la MONUSCO ne tue pas les rebelles qui nous égorgent? Pourquoi? Et pourquoi maintenant pour une marche pacifique? Même s'il y a eu des déviations que nous condamnons, de la part aussi de nos compatriotes qui se sont livrés à des vandalismes et tout ça, il y a toujours des éléments à contrôler, des choses qu'on condamne. Pourquoi vous allez tuer? La vie humaine, elle est sacrée. J'ai cru que ça serait l'ONU qui devrait nous apprendre ça. Alors, si l'État se comporte, l'ONU va se comporter à travers ses casques bleus comme une organisation voyou. C'est à ces conclusions que certains compatriotes arrivent et ils ont raison de le penser ainsi. Alors la question, est-ce que la RDC doit aujourd'hui choisir une autre puissance militaire pour être, pour s'approcher, pour, n'est-ce pas, entreprendre une coopération franche et qui va permettre à la RDC de bénéficier d'un apport substantiel en termes de coopération militaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, les militaires rwandais sont formés par les États-Unis. Le militaire rwandais bénéficie de l'apport militaire de plusieurs forces du monde et, entre autres, sur le plan des renseignements militaires, ainsi de suite. Et pendant ces temps, la République démocratique du Congo, on l'impose l'embargo voilé. Alors, vous ajoutez encore un élément. Je vais vous répondre à votre question. Ce n'est pas pour rien que je peins ces tableaux. Malgré tout ça, tout ce que nous avons pu relever, on vient maintenant pour voter la prorogation de l'embargo. Donc, on interdit implicitement à la RDC de se procurer des armes dont elle a besoin pour se défendre. On dit, vous êtes sous embargo. Le Rwanda qui nous agresse, eux ne sont pas sous embargo. Et ils ont la possibilité d'avoir toutes les armes qu'ils veulent. Ils peuvent être formés comme vous le dites. Ils peuvent tout faire. Mais à nous, c'est l'embargo. Maintenant, je réponds à votre question. Est-ce que devant tout ça, même si ce n'est pas le gouvernement Tshisekedi, tout gouvernement sérieux, placé dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Je prends un exemple d'une grande puissance de l'ONU, la France. Si la France vit tout ça, vous allez l'imposer de suivre l'ONU ou de chercher des solutions là où elles se trouveront. On constate que tout est échec. Ils ne savent plus rien nous donner parce qu'ils disent que, écoutez, le M23 a une grande capacité. Le M23 est une véritable armée. Ça, c'est l'ONU qui dit ça. Alors, j'ai eu froid aux yeux, monsieur. Mais en disant cela, n'est-ce pas une façon de préparer l'opinion nationale à accepter que le M23, c'est une armée conventionnelle qui combat avec des règles conventionnelles. Ce n'est pas une façon de façonner l'opinion publique, c'est une façon que moi je comprends. Non mais écoutez, l'ONU est venue pour nous assister, nous, la RDC. Comment l'ONU peut vanter les terroristes? Comment elle va vanter les terroristes? L'ONU nous dit que les M23
a de moyens d'une véritable armée. Nous sommes en diplomatie. Quand les Nations Unies parlent d'une véritable armée, il faut suivre à travers les lignes. On vous dit qu'ils ont des armes sophistiquées, automatiques. Ils ont de blindés. Dis-moi un peu, nous sommes au front. Nos militaires sont au front. Nous sommes sous embargo. Nous le savons, tout le monde le sait. Quand vous, l'ONU, vous faites une pareille communication, c'est quoi l'idée derrière? C'est pour affaiblir C'est d'abord démobiliser notre armée qui se bat. Démoraliser les militaires congolais. Décourager l'armée congolaise à se battre. Nous résigner, accepter notre sort. Pourquoi c'est l'ONU qui doit jouer ses rôles? C'est là où c'est suspect. Mais l'ONU, comment vous avez su qu'ils ont toutes ces armes? Et pourquoi vous ne les condamnez pas? Vous ne condamnez pas. Alors. Vous dites qu'ils ont de véritables armes. Et on vous dit que ces gens tuent les Congolais. Donc l'ONU, la MONUSCO était un cheval de Troie pour la RDC. Moi je pense, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit dans mon livre. L'Afrique et l'Occident, un mariage de merde. Je l'ai dit et je le répète. En réalité, la République démocratique du Congo se bat contre certaines grandes puissances de l'ONU. C'est ça la réalité. Le Rwanda, c'est une marionnette. Tous ces pays voisins, ce ne sont que des valets. Il y a des choses derrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes agressés. Alors, nous, Congolais... Nous sommes occupés, oui. mais on ne condamne pas. Aujourd'hui, j'ai aimé la réaction de certains experts de l'ONU qui ont voulu se racheter ou racheter l'ONU, qui ont dit, eux qui ne vivent pas avec nous, qui ne sont venus que pour enquêter, qui vous disent que oui, effectivement, le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Pourquoi l'ONU n'a pas vu ça? C'est la question que nous posons aux experts. Madame Bintou Keïta n'a jamais déclaré cela. Non, nous demandons, nous voulons le savoir. Pourquoi les experts qui sont venus pour enquêter sur les dossiers, eux peuvent dire clairement que la RDC a été agressée. Ils ont vu qu'il y avait de preuves que les officiers rwandais, l'armée rwandaise était venue en RDC pour faire toutes ces manigances. Pourquoi l'ONU n'a pas vu tout ça? C'est avec l'ONU qu'on se bat. C'est avec l'ONU qu'on se donne des stratégies militaires. C'est avec la MONUSCO que nous faisons ensemble des opérations. Comment la MONUSCO n'a pas vu ce que les experts viennent de voir? La MONUSCO est complice. Et elle est hypocrite. Et cette hypocrisie n'a que trop d'irré. Donc, pour répondre à votre question, je maîtrise très bien votre question. Est-ce que la RDC peut se tourner devant d'autres puissances? Mobutu, un ancien président, avait dit, même s'il faut pactiser avec le diable pour refaire l'unité du Congo, il le fera. Félix Tshisekedi a dit qu'il se sentira président de la République quand il aura résolu la question de l'insécurité à l'Est. Et il était prêt pour y laisser même sa propre vie. C'est un président engagé. C'est un président qui démontre qu'il est là pour son peuple. Il va se battre. Il utilisera tout le moyen nécessaire à sa disposition pour sauver son propre peuple. Parce qu'on ne va pas rester dans le trou dans lequel nous sommes plongés jusqu'aujourd'hui. Le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mon frère, je l'ai dit encore, qu'il est le seul président de la République qui n'a pas eu besoin de l'aide de l'ONU pour être président de la République. C'est important de le rappeler. Dans l'histoire politique de notre pays, nous connaissons comment chacun est devenu président de la République. Même si on dit il y a élection et tout ça, on sait.
Mais pour le cas de Tshisekedi, c'est le peuple congolais qui s'est exprimé. Au moment où, publiquement, tout le monde pouvait voir et regarder, il n'a ni le soutien de l'ONU, ni de qui que ce soit. Donc il paye malgré ça, ouais. il est parti voir l'ONU. Il est parti voir toutes ces puissances pour leur dire que vous pouvez venir, on peut travailler pour le développement et la paix de notre pays. Mais malgré cette bonne volonté, nous sommes payés en monnaie de change. C'est-à-dire qu'il faut changer de cap. Le cap, le gouvernement a tout un programme, rassurez-vous. Nous le ferons dans le respect de notre constitution et des lois de la République. S'il faut pactiser avec d'autres États, comme on le fait avec le Kenya, avec les autres groupes régionaux, on peut imaginer aussi d'autres coopérations. Merci beaucoup. Même avec le Russe, si vous voulez. Moi, je pense que tant que cela peut nous donner la paix, peut nous donner la sécurité, peut tout nous donner, eh ben, c'est la paix qu'on recherche. L'ONU est venu, c'est pour la paix. Si cette paix, on peut la trouver avec un autre État, avec une autre puissance, ou si l'ONU peut prendre conscience, c'est aussi une possibilité. Si l'ONU peut prendre conscience qu'elle doit se battre réellement pour aider notre population, eh bien, nous ferons avec. Merci beaucoup, Donald Kabasele, le coordonnateur des communicants de l'Union sacrée de la Nation, d'avoir accepté l'invitation des Télé 50 dans Kinshasa Direct. Merci, Monsieur Crispin. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, retrouvez la rédaction des Télé 50 à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Goma, heure de Beni, heure de Bunia, heure de Bunagana. Oui, vous nous suivez de l'autre côté. Nous sommes de cœur avec vous. La République démocratique du Congo ne sera jamais amputée dans ses limitations de 1960, c'est-à-dire 2 345 000 km². Eh oui, nous allons faire tous ces sons-là. Les dires de Donald Kabasele, le gouvernement a un plan. S'il faut pactiser avec les diables, comme l'avait dit le feu président Mobutu Sese Seko, pour la paix, pour l'intégrité, pour garder l'unité nationale, Mobutu l'avait dit, est-ce que jusqu'où ira le président de la République et le gouvernement de la RDC pour sauvegarder l'unité nationale? La question est posée, doit-on changer de cap, prendre d'autres engagements militaires avec d'autres puissances du monde? Eh bien, ce sont des questions de géopolitique qui doivent être analysées par des stratèges du gouvernement, parce que la paix se gagne, comme l'avait dit le feu Mzé Laurent Désiré et Kabila Derez Mémoire. Mesdames et messieurs, au revoir.